dans un monde de plus en plus engagé, la résistance nous entoure. Le Black Lives Matter Movement global, les manifestations pour la démocratie à Hong Kong et en Birmanie, les protestations environnementales et l'hashtag Balance ton port sont que quelques exemples de résistance autour du monde. Néanmoins, on peut non seulement être activiste en groupe, mais aussi en tant qu'un individu. Notamment, l'art peut être utilisé comme un véhicule à la résistance. L'art a un caractère communicatif qui peut être facilement acheminé à ce but-là. Aujourd'hui, on tentera d'aborder plusieurs enjeux du thème de la résistance par rapport à l'art avec nos 3 artistes. Alors, je commencerai par introduire Monsieur Eddie Firmin. Voilà une photo de lui lors de son TED Talk. Eddie Firmin est un docteur en études et pratiques des arts de l'Université du Québec à Montréal. Il est également écrivain, artiste visuel, académicien, mais surtout, selon lui, un conteur créole. Originaire de l'île de la Guadeloupe, M. Firmin s'implique dans le cadre académique anticolonial. Il coordonne la publication de la revue décoloniale minoritaire et son travail plastique interroge les logiques transculturelles de son identité ethnique. Voici quelques de ses installations. Sa revue minoritaire. Comme vous le voyez bien, il fait beaucoup d'autoportraits. On va désormais passer à Adi. Adi est un artiste visuel né en France de parents algériens qui a grandi en banlieue parisienne. Il a fait des études en 3D à l'Institut Técart de Montréal. Adi a plongé dans le graffiti dès son adolescence. À 14 ans, il faisait déjà du street art en France. Maintenant, Adi travaille avec ses co-créateurs du collectif du 94 au 5 à 4, composé d'illustrateurs, graphistes, peintres et tatoueurs. Étant maghrébin, Adi a souvent vécu des contrôles policiers sur la base de son apparence physique, des expériences qui se manifestent aujourd'hui dans son approche artistique. En effet, Adi résiste au courant philosophique de l'essentialisme en omettant volontairement de mettre les êtres humains genrés ou racés dans ses œuvres. Et je vous présente quelques-uns de ses œuvres pour vous donner une petite idée. Savoir et vivre ensemble. Et voici son collectif du 94 ou 5 à 4 pour le code téléphonique de Paris et puis de Montréal. On va passer à Malicious. Peintre et muraliste, Malicious est une artiste en art visuel montréalaise d'origine haïtienne, reconnue pour son afro-art urbain contemporain. Sa démarche artistique se caractérise par la force d'esprit qui se dégage de ses personnages, majoritairement des femmes noires qu'elle présente dans ses œuvres comme étant des entités monumentales. On retrouve ses œuvres sur les murs de rue de plusieurs villes telles que Montréal, New York, Port-au-Prince, Jacmel, Abidjan et Douala. Depuis son enfance, Malicious mène un triple combat contre une société qui la marginalise pour son sexe, sa couleur de peau et ses parents immigrants. Alors, on va commencer... excuse-moi. Voici quelques œuvres de Malicious. Muse One. Un de ses portraits de garçon. Un autoportrait, Fleur de Lys. Et Gran. Alors, ma première question est pour vous, Malicious. Dans vos œuvres apparaissent souvent les thèmes de matriarcat et de pouvoir féminin, mais vous préférez ne pas être représentée comme une artiste féministe. Pourquoi résister à cette catégorisation dans laquelle la société vous encadre, même si elle correspond véritablement à votre idéologie politique? En fait, il y a plusieurs féminismes, puis plusieurs définitions, puis je pense que toutes les œuvres que je fais ne sont pas nécessairement ce qu'on aurait présenté pour représenter le féminisme. Et inversement, comme tout ce que je représente n'est pas nécessairement lié au féminisme occidental. Puis, comme durant les 2 dernières années, peut-être surtout 2019, 2020, il y a eu plus... Je pense que c'est des vagues qui étaient pas mal universitaires, où est-ce qu'il y avait plusieurs mouvements féministes qui ont eu lieu, puis que je ne me retrouvais pas dedans. Puis je trouve que
plusieurs artistes comme moi avaient des œuvres ou une présence qui était un peu instrumentalisée, puis c'est pour ça que je ne veux pas nécessairement être présentée comme artiste féministe, bien que évidemment, il y a beaucoup d'enjeux féministes qui me concernent et que j'embrasse. Puis d'un autre côté, il y a aussi la dernière exposition solo que j'ai eue qui s'intitulait Matriarche. Le matriarcat et le féminisme ne sont pas en tout point, c'est pas des synonymes. C'est pour ça que je me suis dit, je fais ce que je fais, puis je ne m'attends pas à défendre un terme avant de défendre qu'est-ce que je fais réellement. Merci beaucoup, Malicious. Kenza, you're muted. Sorry. I'm so sorry about that. Alors, ma prochaine question est pour Adi. Adi, vous répétez souvent le mantra « l'indifférence face à la différence ». Que signifie cette phrase pour vous par rapport à la résistance aux normes sociales? Alors, pour moi, l'indifférence face à la différence, c'est surtout passer à côté de la normalité. Parce qu'aujourd'hui, on oublie souvent l'essence de la vie. On veut rentrer dans des cases sans vouloir, sans se poser les bonnes questions. Mais souvent, on rentre dans ces cases parce que c'est au-dessus de nous. On doit rentrer dans ces cases, dans ce schéma de société dans lequel on vit. Ça devient important parce qu'on nous l'inculque depuis qu'on est jeune. Après, je pense que ça dépend d'où l'on vient. Mais moi, où j'ai grandi, on m'a toujours appris qu'il fallait que je fasse mes études, que je trouve un travail, que j'ai une vie stable, une maison avec des enfants et tout. Et moi, c'est pour ça que j'essaie de créer à travers mon art de l'indifférence face aux différences. Mais c'est un tout, les différences, ça peut être les différences physiques, mentales, le mode de vie, la façon d'être. Mais les différences, c'est à travers tout. Aujourd'hui, moi, j'essaie d'avancer et d'aller plus loin de ça. Et j'essaie de créer avec mon moi intérieur, sans vouloir imposer quoi que ce soit à personne. Mais avec mon moi intérieur, j'essaie de créer une unité parce que, à mes yeux, on est tous des êtres humains. Il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de moins fort. On est des personnes qui avancent. On a chacun notre rythme. Et il faut savoir respecter le rythme des autres. Et pour respecter le rythme des autres, moi, j'essaie à travers l'écoute, l'ouverture et le dépassement de moi. Et le dépassement de moi, ça vient avec tout pour moi dans la vie. Ça peut être dans la cuisine ou même dans la peinture. Ma peinture d'aujourd'hui, je veux qu'elle soit meilleure que ma peinture d'hier. Personne ne peut être meilleur que quelqu'un d'autre. On peut être meilleur que par rapport à soi-même. Donc, c'est ça que j'essaie à travers mon art de montrer. C'est plus le dépassement de soi. Et je pense pour respecter aussi le rythme des gens, il faut savoir s'intégrer. Et l'intégration, c'est un grand mot et un gros mot. Parce que l'intégration, pour moi, c'est pas oublier qui l'on est, c'est pas oublier d'où l'on vient, mais l'intégration, c'est le savoir et le vivre ensemble. C'est écouter les gens, respecter et apprendre avec les autres. Et tout ce que je dis là, tout ce que j'ai dit, ça se relie à travers le mantra savoir, à travers le mantra l'indifférence face à la différence. C'est avancer avec les gens et pas se soucier de comment ils sont ou où ils vont. C'est avancer avec eux et toi, créer ton propre chemin et essayer de trouver ton propre bonheur. Et moi, mon bonheur aujourd'hui, c'est ça. C'est m'éloigner de tout ça. Et voilà. Merci beaucoup pour cette réponse très philosophique. On va maintenant passer à Monsieur Edi Firmin. Monsieur Firmin, veuillez expliquer votre approche à la décolonisation de l'imaginaire. Dans ce but, pouvez-vous nous élaborer en bref les étapes de votre méthode Bossal contre la colonisation de systèmes épistémiques? Je pense que vous êtes... Oui. Ouais. Alors, elle est très longue et complexe, la question, mais je vais essayer
d'y répondre en deux étapes. Tout d'abord, définir ce que c'est un projet de décolonisation. Ça suppose que quelque chose a été effacé dans la culture locale, donc de la personne qui subit une forme de colonisation. Et puis, il y a différentes formes de colonisation. L'ancienne consiste à envahir géographiquement un lieu et en parallèle à supprimer la culture locale au profit de celle du conquérant. Et la seconde, bon, elle est un peu plus connue de tout le monde, qui consiste en une nouvelle forme de colonisation économique et culturelle. Et la dernière, en fait, se moque un peu des clivages nord-sud. Cette dernière-là, en fait, opère de la même manière, c'est-à-dire que les nouvelles formes de colonisation culturelle et économique abîment les cultures locales aussi. Donc, ainsi qu'on soit autochtone, québécois pur laine ou du Sud, aujourd'hui, chacun reçoit des formes de raturage. Alors, bien sûr, on ne peut pas comparer on ne peut pas mettre ça sur la même valeur, sur les mêmes valeurs, un autochtone, et puis qui reçoit deux formes de colonisation, donc la première et la seconde, et puis un Québécois qui peut-être recevoir qu'une forme de colonisation. Bon, pour en venir à la méthode, elle part du principe, donc, comme je l'ai dit, que quelque chose a été raturé ou démonisé. Donc, elle s'adresse aux artistes qui ressentent, ce raturage-là au plus profond d'eux. Donc, il y a quand même un souhait de vouloir restaurer quelque chose. Alors, la méthode, en fait, je vais essayer d'être simple, mais elle s'élabore sur le fait sur la manière dont chacun fait récit. En effet, quel que soit le lieu où on habite un récit collectif, donc une manière de se raconter. Et puis d'ailleurs, quand on arrive au monde, on arrive dans un monde qui est préhistorisé avant nous. Donc il y a déjà une histoire. Nous, on s'insère dans une histoire collective, beaucoup plus grande que nous. Et nous obéissons à un certain nombre de codes tacites et factuels inhérents au récit qui nous précède. Donc ça va sur des siècles. En général, ça s'établit sur plusieurs siècles jusqu'à nos parents. Donc, chacun, génération après génération, vient sédimenter une forme. D'ailleurs, quand je vous parle en français, j'utilise une forme un canon, un moyen de faire récit, qui est la langue. Mais on ne s'interrompt pas à chaque minute pour se dire, bon, c'est quoi attention, je vais utiliser parce que je vais utiliser un mot masculin. Donc, non, on ne fait pas ça. Donc, c'est un peu comme ça la culture, on métabolise sa culture. Okay, donc, on a ces manières de faire récit à l'intérieur de nous. Et automatiquement, on en choisit certains. Et en fait, la méthode en fait, fait un va-et-vient entre récit collectif et puis récit personnel. Et puis, en donnant des cours à l'Université Laval sur la décolonisation de la pratique, je me suis aperçu comment certains étudiants, malgré le raturage, malgré la perte, malgré la confusion, sont arrivés à réancrer certaines parties de leur récit à leur existence locale. Et ça, je crois que là, je vis ça, moi en tout cas, je vis ça comme avec émerveillement, parce que je l'ai vécu moi-même avec émerveillement quand je l'ai appliqué à moi. Et puis, je me suis aussi émerveillé de les voir avoir des épiphanies. Donc, en fait, le but, c'est quand même de récupérer ce qui a été effacé dans le récit dominant. Par exemple, je vous donne un exemple. On sait tous c'est quoi les récits de Walt Disney, hein, La Belle et la Bête, etc. Et peu de nous ont un ancrage localisé avec les mêmes récits. Donc, en fait, c'est toute une discussion, c'est toute une volonté comment dirais-je, de récupérer ce qui a été effacé. Donc voilà, donc en gros, je vous ai à peu près brossé ce que ça peut être un projet de décolonisation. Merci beaucoup pour vraiment mettre beaucoup d'informations en pas beaucoup de temps pour cette réponse. La question suivante s'adresse à Adi. Alors, je vais faire encore le partage d'écran.
Adi, on voit dans vos œuvres, je vais faire montrer ça. Dans vos œuvres, on voit souvent une figure récurrente, sans sexe, non racée, de forme souvent phallique. On voit bien un peu dans la tête. On la voit. Oui, c'est surtout dans celle-là qu'on la voit. Dans le dessin rose aussi, on le voit. Oui, donc vous m'avez confié que ce personnage comique est un être universalisant. Comment est-ce que ce figure résiste dans son malheur universel à la polarisation sociale? Alors moi, en omettant les races, le sexe, j'essaie de créer une union à travers mon personnage parce que je veux que ça représente tout le monde. Mais après, ça je t'avais déjà dit, mais moi, quand je peins, j'y vais vraiment avec le flow. Je réfléchis pas beaucoup, mais c'est plus en revenant sur mes peintures que j'essaie d'en tirer un message. Après, ça reste, je, quand je peins, c'est assez automatique. C'est mon moment présent. Après, comme ma vie, c'est la peinture, je pense à ça tout le temps. Ça vient que le message vient par rapport à ma façon d'être, à ma façon de vivre. Alors, mes personnages, ils sont rarement souriants parce que la vie, elle est nuancée. Elle est pas, la vie, c'est pas tout bleu, tout rose. Parfois, il y a des bonnes choses, parfois, il y a des choses un peu moins bonnes. Et c'est pour ça qu'ils ont souvent pas de sourire. Mais j'essaie de quand même représenter le bonheur à travers des cœurs ou des couleurs vives. Ils ont souvent le regard perdu ou interrogataire. Euh, Parce que moi, et je pense tout plein de personnes dans le monde se posent des questions à chaque jour. Et je suis pas toujours sûr de moi. C'est pourquoi j'essaie de m'ouvrir aux gens et j'essaie d'apprendre avec les gens. Et, euh, et enfin, ils ont pas mes personnages n'ont pas un physique attirant. Ils ont des gros yeux, un nez crochu, une forme plutôt phallique, comme tu disais, et tout. Parce que j'essaie de m'éloigner des standards de beauté. Et je pense que tout le monde est beau à sa manière. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de créer une figure qui a un standard de beauté qu'on voit un peu partout. Et ouais, c'est à peu près ça. Merci beaucoup, Adi. La prochaine question est pour vous, Monsieur Firmin. Alors, Frantz Fanon est un philosophique pionnier de la théorie anticolonialiste et antiraciste qui vient, comme vous aussi d'ailleurs, de la Caraïbe française. Dans son ouvrage intégral Les damnés de la terre, Fanon écrit fameusement que le colonialisme n'est pas une machine à penser, n'est pas un corps doué de raison. Il est la violence à l'état de nature et ne peut s'incliner que devant une plus grande violence. Mais en parallèle, Monsieur Firmin, vous élaborez la théorie d'une décolonisation cérébrale. À votre avis, est-ce qu'une résistance anticoloniale implique irrémédiablement l'utilisation de violences physiques, comme nous dit Fanon? Alors, faut peut-être remettre Fanon dans son contexte. Alors, c'était quelqu'un qui était engagé dans la résistance algérienne. Donc, la violence, c'était son lot. C'était ce qu'il vivait au quotidien. Maintenant, il a été aussi cérébral, je rappelle quand même, il a quand même beaucoup réfléchi à ces questions-là. Maintenant, je participe d'un mouvement réflexif, de deux mouvements réflexifs, né un peu plus tôt quand même. Il y en a un qui est né il y a une vingtaine d'années, je pense notamment, c'est le groupe Colonialité-Modernité, mené par Walter Mignolo, Quijano, Ramon Grossfogel et bien d'autres. Donc tout cela sont d'Amérique du Sud. Et puis d'autre part, je m'inscris aussi dans la créolité de Barnabé Chamoiseau Confiant et puis Édouard Glissant, qui a commencé à peu près il y a une trentaine d'années. D'ailleurs, les premiers s'appuient sur les derniers. Si les derniers, c'est-à-dire la créolité, pensent qu'aujourd'hui le monde se créolise, c'est-à-dire que le monde vit un bouillonnement,
de choc interculturel, comme dans nos îles de la Caraïbe, parce que ça, on l'a vécu un peu avant tout le monde. Donc, cette proposition, c'est que finalement, nous sommes rendus à un état de créolisation du monde, c'est-à-dire un état de métissage qui est irréversible. Et puis de l'autre côté, les premiers, c'est-à-dire la pensée des coloniales, rappellent que la colonisation a changé de forme. C'est ce qu'il norme la colonialité du pouvoir, notamment très visible dans les formes de colonisation. Désormais, la colonisation détruit les cultures, non pas seulement géographiquement et non pas seulement par la force, mais par le savoir, par la politique de partage du savoir. Alors, c'est comme une espèce de bague du pouvoir, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux. Le principe, c'est que le partage du savoir permet en fait de contrôler. C'est-à-dire que vous alliez dans le sud, au Zimbabwe, je ne sais pas, en Angleterre, au Japon, en Chine, ou dans l'Amérique du Sud, je ne sais pas, au Guatemala. En fait, c'est le même système d'université et de collège. Ce sont les mêmes penseurs. Ce faisant, la colonisation agit à un niveau intime, à un niveau personnel. Ce qui fait que chacun des individus du Sud se retrouve comment dirais-je, déporté dans le système du colonisateur. Et donc le système mondialisé qui fait qu'on est tous déportés dans le système de partage du savoir de l'Occident, un peu comme dans un bateau négrier. Donc on est pris dans ce système-là. Donc la lutte est aussi intellectuelle, et d'ailleurs elle a toujours été intellectuelle. Il s'agit de sortir aujourd'hui de cette hégémonie de partage des épistémètes, c'est-à-dire que l'Occident a imposé sa manière de partager le savoir. Aujourd'hui, chacun de nous, en fait, quand on s'inquiète de ça, on cherche à restaurer en fait une diversité dans les modèles de partage du savoir, et ce qui devrait alimenter aussi une forme de richesse de point de vue. D'ailleurs, le projet n'est pas la mort ou la fin de l'Occident, beaucoup l'ont écrit, beaucoup l'ont dit, beaucoup pensent que c'est ce que les chercheurs des études décoloniales veulent faire, mais pas du tout. Il s'agit justement d'injecter de la diversité dans les politiques de partage du savoir. C'est complètement différent. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, j'ai essayé de répondre du mieux que je peux. On ne vous attend pas. Pardon, j'ai été muted. Merci beaucoup, Monsieur Firmin. Je vous pose la même question, Malicious. Donc, par rapport à ce récit du damné de la terre, est-ce que, comme dit Fanon, la résistance anticoloniale implique une violence physique, ou sinon qu'est-ce le rôle de la violence physique dans la résistance anticoloniale, si elle en a un? Je pense qu'on est plus tant dans la... Avec le temps, à une certaine époque, j'aurais dit oui, ça aurait été un peu incontournable, mais maintenant, je pense qu'il y a tellement de façons de maintenir des relations de pouvoir qui affectent les gens sur leur vie, sur leur mort, sans que la violence physique soit appliquée. C'est comme par exemple, l'argent est vraiment au centre de tout, puis je pense que c'est une des manières de regagner un pouvoir dans toutes les sphères de la société, c'est d'avoir un certain pouvoir monétaire, puis de pouvoir appliquer de pouvoir l'utiliser pour avoir mettre du poids sur le levier de notre côté. Puis c'est pas tant par la violence physique qu'on peut nécessairement reprendre le pouvoir. Surtout si on est dans un contexte minoritaire, ça peut finir quand même vite. Merci beaucoup. On va désormais passer encore à Adi.
Alors, Adi, comme question finale, je vous demande de nous raconter l'histoire d'une acte de résistance à aucun moment de votre vie et pourquoi vous avez choisi de résister à ce moment-là. J'ai un peu de mal à répondre à cette question, mais bah, comme vous savez, je suis street artiste maintenant, mais j'ai commencé par le graffiti avant d'aller vers le street art. Et aujourd'hui, on peut dire que je suis beaucoup plus street artiste, donc je fais des trucs plus dans le cadre légal, mais je montre pas mon visage parce que je m'interdirais pas un jour peut-être à reprendre la rue, parce que c'était quelque chose qui m- c'est pour ça que j'ai commencé à peindre. C'est parce que ça m'excitait d'aller peindre dans les rues, de taguer, de mettre mon nom à certains endroits, à des endroits le plus vus possible. Et pourquoi j'ai commencé à faire du tag? Parce que j'ai toujours été très hip-hop. Moi, j'ai grandi avec ça. Et pour moi, c'était une phase à passer. J'ai commencé par écrire de la poésie, je faisais du rap un peu. Et après, j'ai commencé à faire un peu de tag, à commencer à faire un peu de graphe de plus en plus. Et moi, je trouvais ça important parce que aujourd'hui, quand tu sors dans la rue, tu vois des panneaux publicitaires de partout qui t'agressent tes yeux et t'as pas le choix. Donc, c'était important pour moi de mettre mon nom où je le souhaite, quand je le souhaite et sans demander aucune autorisation parce que c'est ma publicité à moi. Après, ça peut être dérangeant pour certaines personnes qui possèdent ce mur-là ou quoi que ce soit. Et je le comprends aussi, mais ça a été repris en un business parce que quand le graffiti a commencé, c'était pas un problème parce que ils savaient pas quoi trop faire et ils se sont rendus compte que c'est de la perte d'argent parce que on prend les places pour les panneaux publicitaires et ils se font pas d'argent parce que nous, il y a notre nom sur ce mur-là. Et du coup, moi, j'ai commencé à ça. Après, c'était pas de la résistance ou quoi que ce soit. C'était plus pour rentrer dans, dans ce monde-là, dans ce milieu-là. Et je pense, de mon côté, de mon point de vue, après, ça veut rien dire. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je pense que ça a été important pour moi de commencer par la rue avant d'aller plus vers le côté street art. Voilà. Merci, merci beaucoup pour cela. Ma dernière question à vous, Monsieur Firmin, c'est alors vous m'avez dit en interview que vous ne cherchez à briser aucun canon en référence au canon de l'histoire de l'art. Néanmoins, on voit bien que vous tentez d'affaiblir l'hégémonie de l'épistémé occidentale. Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles vous trouvez que le canon artistique de l'histoire de l'art ne peut pas être véritablement cassé. Alors, tout d'abord, ça fait longtemps qu'on essaie de casser, et puis l'Occident essaie de se casser lui-même depuis des siècles. Et puis, quand on casse quelque chose, on fait quoi après? Il s'agit de construire plutôt. Alors, ce qui est intéressant dans la question que tu poses, c'est que je rappellerai quand même que, pour citer un historien de l'art qui s'appelle Dominique Château, il dit qu'à chaque fois qu'un artiste tente de briser un code ou s'inscrit en opposition à des legs, il rajoute un rameau fructifère là. Donc, la matrice de l'histoire de l'art, elle est occidentale pour l'instant, c'est-à-dire que c'est ça qui sert de base commune, le socle de l'histoire de l'art est pour l'instant occidental. Et c'est imposé, alors je rappelle encore, je reviendrai à ce que j'ai raconté il y a quelques minutes, la politique de partage du savoir de l'Occident, ses universités, etc., ces écoles d'art participent à cette uniformisation
Donc, nous avons à peu près en tête les mêmes peintres, les mêmes sculpteurs, les mêmes performeurs, enfin, etc. Donc, en fait, on est aujourd'hui à un point où ça ne sert à rien en tout cas, je pense, ça sert à rien de s'inscrire en opposition. Il faut simplement se repenser avec ses propres circuits réflexifs et dans son propre lieu. Vouloir détruire ou s'inscrire en opposition, pourquoi détruire quelque chose qui a été fait auparavant? L'objectif n'est pas je dirais même pas, oui, si on peut penser à affaiblir l'Occident, mais je veux dire, ce n'est même pas le projet. Le projet, c'est que l'Occident continue. Ça. Et puis, il y a autre chose qui se développe, c'est tout. On n'est pas obligé d'être dans une binarité ou bien. Ça peut se construire aussi en parallèle. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, on a encore une dernière question pour Malicious. Vous avez dit dans une interview avec The Link Newspaper que vous avez résisté aux instructions de vos professeurs d'art à l'époque où vous étudiez en 3D. Alors, lesquels et pourquoi? Les instructions auxquelles je faisais référence, c'était pas mal par rapport à des goûts un peu trop personnels aux professeurs, où est-ce que par exemple, on nous indiquait de créer quelque chose qui était très personnel sur notre histoire, alors qu'on peut avoir une démarche artistique qui n'est pas obligée de parler de notre famille, de nous personnellement. Puis, c'est même quand en fait, quand on choisit de parler de n'importe quel sujet, il y aura toujours une perspective qui est super personnelle parce qu'on ne peut pas se détacher de nous-mêmes. Mais c'était... En tout cas, ce qu'on nous indiquait de faire, ça ne collait pas avec ce que j'avais envie de faire. Puis, à ce moment-là, c'était au cégep. Donc, les professeurs partaient en prenant pour acquis que les étudiants n'étaient pas encore artistes et n'avaient pas encore de démarche artistique, alors que j'avais déjà une démarche, même si j'en avais encore beaucoup à apprendre et que j'en aurais toujours à apprendre. Mais ça a vraiment... en tout cas, ça a mis vraiment une tâche... ça a vraiment taché négativement mon expérience et comment que j'aurais pu peut-être être mieux guidée si c'était dans le respect de qu'est-ce que je veux faire. C'est ça, je pense que pas mal tous les élèves étaient dirigés à faire un peu la même chose, alors que c'était trop les opinions personnelles des professeurs et on n'explorait pas assez les perspectives de chaque étudiant. Merci beaucoup. Alors, ça termine le période de questionnement individuel. On va désormais passer à une conversation. Alors, je vous demande, Monsieur Firmin, Malicious et Adi, si vous avez des questions, entre vous ou des points avec lesquels vous n'avez pas été d'accord ou avec lesquels vous avez vraiment trouvé très, très, très vrai. Si personne a d'idée, moi j'ai trouvé ça intéressant quand j'ai parlé avec Monsieur Firmin individuellement et Eddie aussi. Monsieur Firmin a dit que l'université, c'était limite une arnaque pure pour lui en tant qu'institution d'épistémé occidentale. Et a dit au contraire, en privé, il m'a avoué de même un peu regretter ne pas avoir fait plus d'études formelles en arts plastiques. Alors, est-ce que vous pouvez en parler de vos vues sur les institutions académiques et vos expériences de résistance ou de résistance contre elles? Alors, Oh, vas-y.
Dis-nous, dis-nous tout. Tout d'abord, j'ai jamais dit que c'était une arnaque. Non, l'université n'est pas nécessairement une arnaque. C'est juste que ça suit un modèle qui est j'allais dire, qui est normalisé. Après, c'est tout ce que je disais. Mais c'est pas. Comme je disais, le projet n'est pas de tout casser. Le projet est d'améliorer, hein, et de construire. Donc, c'était ça mon point. Voilà. Bah, moi, par rapport à tout ce que dit Eddy Firmin depuis tout à l'heure, je pense que je suis très relié au fait, parce qu'il a répété plusieurs fois apprendre, apprendre et écouter. Enfin, c'était pas exactement comme ça qu'il l'a dit, mais pour moi, comme je t'avais dit, ce qui est important, c'est pas spécialement l'école, l'université, quoi que ce soit. Ce qui est important pour moi, c'est d'apprendre. Et si tu as envie d'apprendre en allant vers l'école, vas-y, ça va t'apporter que du bonheur, que du positif, que du plus dans ta vie. Mais tu peux aussi apprendre avec les gens, en écoutant les gens. Donc, moi, oui, comme je te disais, au niveau artistique, mais moi, c'est vraiment pour des points que je regrette, parce que je me suis bougé artistiquement que en bougeant de France. Quand j'étais en France, j'avais un autre mode de vie, une autre façon de penser qui était très fataliste sur la vie, un schéma de pensée qui était fallait que je fasse des études pour gagner de l'argent et that's it, that's all. Et en arrivant ici au Canada, je me suis dit, j'oublie tout ça, je recommence tout à zéro et je fais réellement ce qui me plaît. Et, et oui, avec tout ça, j'ai eu peut-être des regrets. Après, je suis jeune, mais j'ai peut-être des regrets parce que j'aurais peut-être pu commencer bien plus tôt et aller en école d'art, apprendre à faire, comme je te disais, je parlais surtout de mélange de couleurs parce que j'ai beaucoup de lacunes en mélange de couleurs. Des choses comme ça qui, je pense, une école d'art m'aurait aidé à apprendre. Mais comme je te le disais, ça, je peux aussi l'apprendre en côtoyant d'autres artistes, en allant peindre avec d'autres artistes, en écoutant, en regardant ce que font les autres. Donc, je pense que l'apprentissage est important. Pas spécialement l'école, pas spécialement quoi que ce soit. Pour moi, ouais, je pense que c'est l'apprentissage avant tout. Écouter les autres et essayer d'apprendre avec les autres. Vous aussi, Monsieur Firmin, vous avez eu des expériences très différentes en France, contrairement au Québec. Est-ce que vous voulez parler de comment votre approche a changé? Pourquoi vous avez décidé de déménager à Montréal? Euh, Effectivement, tout d'abord, j'ai quand même une expérience de l'enseignement et puis des écoles d'art, dans la Caraïbe pour commencer, en Europe, en France, et puis ici dans le Nord-Amérique. Et puis j'ai suivi des formations en Asie, notamment par la céramique, et puis en Afrique aussi. Donc en fait, j'ai pu voir que quel que soit le lieu en fait, j'ai pu faire l'expérience personnelle, que en fait, quel que soit le lieu où je passais, ou quel que soit le lieu où j'étais invité, où je m'invitais, euh, c'était les mêmes structures de partage du savoir. Tout le monde connaissait à peu près avait les mêmes canons, avait les mêmes références, avait les mêmes. Et puis c'était un petit peu triste finalement parce que on se rend compte on est conditionnés tous pareil, qu'on habite derrière le dos du bon Dieu ou en plein sous son regard, ça ne change strictement rien. On est modelé plus ou moins par les mêmes structures de partage du savoir, par le même système occidentalo-centré, eurocentré, avec les mêmes penseurs, etc. Donc oui, mon expérience, en tout cas, elle démontre ça. C'est pas quelque chose qu'on m'a raconté, c'est quelque chose que j'ai vécu, donc je le sais intimement. Je suis intimement marqué. Et puis quand encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit un peu plus tôt. Quand on est dans un espace loin, moi je suis de la Caraïbe, donc dans le sud, quand on est dans le sud et qu'on se fait déporter dans le système de valeurs esthétiques occidentales, on a du mal à coller des bouts, on a du mal à se coudre avec soi-même.
parce que finalement, ce qu'on a de culturel est démonisé. On t'apprend très rapidement que ça, c'est pas la bonne manière de penser. Voici la bonne manière de produire une pratique artistique, voici une bonne manière de penser. Donc, il a fallu désapprendre cette intimation, et puis c'est ce que j'appelle de l'intimation culturelle. C'est-à-dire que c'est jamais dit, à certaines fois, c'est dit nommément, mais à d'autres fois, c'est jamais dit aussi directement. Donc, on te laisse, à force de répétition de petites choses et de choses que tu as lues, tu finis par encapsuler ça comme une donnée. Donc, laisse faire ce qui est localisé, ça c'est nul. Il faut aller vers des grandes valeurs et tout le monde va se tourner vers du Jeff Koons. On va dire, oh, c'est génial, on va regarder Picasso. Parce que, bon, on est encore pris dans un modèle eurocentré et puis il faut apprendre, comme je dis, il faut apprendre à se penser soi-même. Et ça, c'est malheureusement, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire ça. Donc voilà. Est-ce que vous avez des pensées là-dessus, Malicious? On ne vous entend pas. Ah, je disais spontanément comme ça, non, je préfère continuer à réfléchir, genre, et pas nécessairement réagir tout de suite. Je comprends tout à fait. Donc, je pense que maintenant, on va passer à les questions des téléspectateurs. On en a beaucoup et beaucoup de très bonnes questions aussi. Donc, merci à tous. Merci à tout le monde qui a posé des questions. Ça se voit bien qu'on a une audience aussi engagée que nos artistes. Je pense que celle-là, je vais la poser à... Celle-là, je vais la poser à tout le monde. Comment résister sans s'épuiser? C'est fatigant quand même. Toujours se battre. Alors, quand on vit des différentes formes de violence, ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire que on est pour être visible, pour exister sur une scène, souvent les afro-descendants ou les personnes des minorités ont tendance à produire 2 fois plus de travail ou 3 fois plus de travail qu'une personne eurodescendante. Donc oui, c'est usant. D'ailleurs, ça a un nom, ça s'appelle le John-Horisme, de ce personnage qui a voulu montrer qu'il était capable de travailler aussi fort qu'une locomotive et qui en est mort. Donc oui, du moins qu'une machine et qui en est mort. Donc oui, ça épuise et puis nous sommes mis à rude épreuve. Nous sommes soumis à rude épreuve parce que on est tenu aussi de se montrer toujours sur un bon jour, toujours et ne pas avoir de mauvais jours. Donc c'est un combat, y compris pour soi, y compris pour se maintenir debout, mais c'est un combat aussi avec l'altérité. Et d'ailleurs, je m'octroie le droit aujourd'hui de dire non, ou de montrer mes fragilités, parce que on suppose que ça va de pair avec la minorité. Quand elle est visible, c'est carrément un super-héros. Donc non, je m'avance avec tous mes petits bouts cassés. Donc, la résistance sans se fatiguer, ça n'existe pas. En tout cas, pas encore. Si tu es une minorité, pas à ma connaissance. Alors, c'est vrai que c'est usant. J'espère que le jour viendra où ce sera moins usant. Mais pour l'instant, malheureusement, non. Enfin, en tout cas, peut-être que quelqu'un d'autre aura une autre réponse. Ça n'existe pas. Très net. Merci beaucoup. Celle-là, je vais la poser à vous, Adi. La création en ces temps particuliers se passe comment pour vous? Alors, pour moi, honnêtement, moi je suis quelqu'un de très fataliste. Je prends la vie comme elle est.
Et du coup, j'essaie de faire avec et je produis quand même plutôt pas mal. J'essaie de dessiner un peu tous les jours, de sketcher tous les jours, de peindre au moins tous les 2 jours et de faire des peintures extérieures au moins une fois par semaine. Du coup, soit je vais dans des spots légaux ou sinon je fais un peu d'urbex, on va dire. Merci beaucoup. Donc, euh, donc, Amanda Préval a posé une question dans le chat. Comment pensez-vous que les artistes issus de la diversité peuvent se mobiliser dans leurs institutions, dans les institutions universitaires? Vu que je suis le seul à avoir une expérience universitaire, peut-être que je peux en parler. Alors, déjà, ce que je dirais, c'est connaître le passé de l'université dans laquelle vous êtes, connaître aussi les victoires, parce que le principe, surtout quand on est afrodescendant, c'est le principe d'un éternel recommencement. Il n'y a pas un éternel recommencement, d'autres se sont déjà battus avant, donc il faut juste savoir qui s'est battu avant. Okay. Dans certains cas, il n'y en a pas, et puis on est vraiment les premiers. Donc, mais dans beaucoup de cas, on vit des choses, mais le système, lui, il est fait pour séparer, il est fait pour individualiser. Donc c'est un système basé sur l'individualisation. Le système occidental en général, c'est l'individualisation de la pensée. C'est par exemple, contrairement à beaucoup de politiques de partage du savoir du Sud, le principe du partage du savoir est d'individualiser le savoir, c'est le savoir de propriété. Donc, chaque personne, vous allez prendre un bouquin, il y a un nom dessus, il y a une personne. Dans le Sud, non, c'est pas George ou Alfred qui a écrit un bouquin. Par contre, vous, quand on est une minorité, on doit pouvoir s'identifier. Et puis, on a du mal à s'identifier ou à faire cette recherche et à s'appuyer sur une précédence. On a tendance à effacer la précédence, ce qui facilite en fait le système, ce qui reproduit le système de violence et ce qui permet en fait de le reconduire. Parce que le système, lui, il n'est pas pensé pour les afrodescendants, les asiatiques ou les whatever. Il n'est pas pensé pour ça. Il est pensé pour individualiser. Pour individualiser la faute, individualiser les résistances, nommer, désigner dans une foule, on va trouver un individu qui a ramassé le caillou et qui a pété une vitre. Et celui-là, si on l'identifie, il va aller en taule. L'individualisation de la foule, on ne va pas condamner la foule, on va condamner un individu dans la foule. Donc encore une fois, je pense qu'il faut sortir de cette individuation et puis aller voir, faire collectif. Par exemple, en ce moment, bientôt il va y avoir la première afrodescendante qui va donner des cours à l'UQAM. C'est-à-dire qu'en 50 ans, et ça indique beaucoup sur la violence du système, en 50 ans, il n'y a jamais eu un seul afrodescendant à donner un cours en études et pratiques des arts. Donc ça en dit long sur la difficulté. La difficulté de faire histoire. Mais il faut les identifier, il faut les soutenir aussi. Il y a d'autres étudiants comme vous aussi. Donc c'est ça. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question c'était comment elle s'appelait? Amanda. D'Amanda. Elle a fait un pouce, donc apparemment, ça avait l'air de répondre à quelque chose. Merci beaucoup pour ta question, Amanda, et merci beaucoup pour ta réponse, Monsieur Firmin. Je vais acheminer, je pense, une dernière question, car ça commence à faire tard, à Malicious, si vous avez quelques petits mots là-dessus. Est-ce qu'on peut réellement entretenir un discours sur l'art sans aborder la problématique de manque d'inclusion et de représentation dans les institutions artistiques? Mais en fait, j'aimerais savoir, c'est un discours sur l'art, donc sur l'art en général, pas sur notre pratique personnelle.
Je pense que c'est l'art en général. Si la personne qui a écrit la question euh, veut clarifier ça dans le chat, ce serait super. Sinon, si je pourrais répondre en disant que ça dépend de qui parle. Si c'est moi qui parle, c'est incontournable. Si c'est une personne que ça ne concerne, qui ne se sent pas du tout concernée, comme on a pu voir pendant longtemps, c'est possible de parler d'art en pensant que c'est universel et en fait de parler uniquement de l'Europe. Et si c'est vous et vous pensez que c'est incontournable, pourquoi pensez-vous cela? Si ça ne vous dérange pas de... Amanda Preva dit qu'elle voulait dire l'art en général. OK. Si c'est moi qui prends parole en répondant à cette question-là, c'est sûr que je vais chercher mon reflet automatiquement, puis ça va être quelque chose qui va me sauter aux yeux, puis que je vais chercher une réponse, une référence. Puis si je parle d'art localement, je vais regarder qu'est-ce qui se fait dans les galeries, puis c'est sûr que je remarque si je me promène dans les galeries, qu'est-ce qu'il n'y a pas qui me ressemble pas. C'est pour ça que c'est incontournable de mentionner. En fait, ouais, c'est ça, c'est incontournable d'aborder le sujet de la diversité. Et vous trouvez qu'il y a une manque d'inclusivité en général dans le monde artistique? Ici, c'est un fait. C'est mon opinion, mais des statistiques le montrent aussi, là, quand on regarde combien d'artistes, qui sont les artistes qui sont représentés ou qui sont collectionnés. C'est par les musées, par les galeries, puis c'est pas des artistes de la diversité. Là. Ouais, c'est sûr, mais après, je pense pas qu'il faut blâmer les artistes. Je pense que c'est plus l'industrie qui est autour. Parce que après, les artistes, que tu aies un discours ou pas de discours, au final, tu fais ce qui te plaît. Et si toi, ça t'apporte du bonheur et que ça peut apporter du bonheur à d'autres personnes, je pense que ça peut être un bon message aussi pour les gens qui n'en ont pas. Ouais, évidemment, chacun fait ce qu'il fait. Après, où est-ce qu'on va pour voir cet art-là? Où est-ce qui peut y donner accès? Puis c'est là que Ouais. ça se pose plus. Donc, il y a une dernière question de Betara. Betara demande si la résistance implique-t-elle systématiquement l'opposition. Ouverte à n'importe qui veut répondre. Salut Beta. Non, comme je l'ai dit tantôt, on n'est pas dans un ou bien, et puis la résistance ne suppose pas une opposition. Il y a des formes d'opposition, déjà, donc qui ne sont pas nécessairement frontales. Donc on peut vouloir dire quelque chose non frontalement. Donc il y a des formes de résistance passive, active, etc. Donc je ne vais pas faire un cours sur la résistance, sur les formes de résistance. Mais on n'est pas obligé. C'est-à-dire que, comme je disais pour la décolonisation, il y a des voies. On n'est pas dans une opposition avec le modèle occidental. Le modèle occidental a été pensé pour l'Occident. Donc, c'est très bien. Il fonctionne pour eux. Pourquoi vouloir aller en opposition avec un modèle qui n'a pas été prévu pour soi? L'essentiel, c'est de se penser son propre modèle et non pas se penser avec le modèle de l'autre. Parce que quand on se construit avec le modèle de l'autre, eh ben on se colonise en profondeur et on s'acculture aussi en profondeur. Donc je pense que oui, il faut faire ce qu'on a à faire de son côté et pas nécessairement entrer en frontalité. Il y a des fois où c'est pas possible. Donc on entre il y a des oppositions, c'est sûr, mais ce n'est pas une valeur sine qua non. C'est pas oublié. Les choses ne sont pas posées dans des binarités aussi claires. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, j'ai essayé encore une fois de répondre. Ah, je pense que tu as répondu.
J'aimerais ça ajouter quelque chose. J'ai l'impression que des fois, on peut être amené à être directement en opposition sans que ce soit nécessairement dans le propos, mais des fois, c'est dans la façon de faire. Parce que, tu sais, par exemple, si, comme Eddie Firmin, il présente son art, puis il parle aussi, il vocalise très clairement de quoi il s'agit. Mais si c'était, par exemple, une création où est-ce que l'artiste décide de simplement créer sans, euh, sans avoir de texte qui accompagne ses œuvres, sans verbaliser son propos, là, ça serait être un peu en opposition d'être obligé de le faire pour pas qu'on on vienne définir autrement nos œuvres. Puis ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Puis je trouve que le simple fait de devoir avoir ce modèle c'est ce modèle de se présenter avec notre dossier artistique, notre démarche artistique écrite de telle façon, notre biographie écrite de telle façon. Pour moi, ça, c'est un peu être en opposition à ce que j'ai envie de faire naturellement, mais sans que mes œuvres soient en opposition. Ça, je vais rajouter. C'est intéressant ce que tu dis parce que des choses sont faites pour résister sans entrer en opposition. Alors, mais elles résistent par elles-mêmes. Et là, tu as raison. Par exemple, dans mes titres, j'écris un alphabet émotionnel. Donc, je n'ai pas de titre petite fille, je sais pas, se levant le matin, ou petite fille aux horreurs, ou grand-mère marchant dans la rue. Enfin bref, il n'y a pas ces noms-là. Donc, en fait, j'ai des signes en alphabet émotionnel qu'il est impossible de taper avec ton clavier. Donc, en fait, à chaque fois qu'un musée fait acquisition d'une de mes œuvres, en fait, il se trouve pogné avec des signes où ça rentre nulle part. Donc, ils mettent signe de, etc., pour l'écrire avec le clavier, mais le signe en lui-même n'est pas. Ce qu'ils écrivent, ce n'est pas le titre de l'œuvre. Donc, il y a quelque chose qui résiste de chez moi, mais qui n'est pas comment dirais-je? Parce qu'en fait, le système du cartel, là, je t'entends très bien, le système du cartel fait qu'il y a le nom de l'artiste, etc., il y a le titre de l'œuvre, il y a un laïus, etc. Ben, quand ils en arrivent à mettre le titre de l'œuvre, il y a comme un bug. Et surtout sur le web, il y a comme un bug. Et donc, c'est ça qui est intéressant les manières de résister. Elles peuvent être très, très, très discrètes. C'est ce que j'ai aussi fait, par exemple, dans ma thèse. Certains mots, donc j'ai fait rentrer des lettres, j'ai changé des lettres dans ma thèse. Donc, les gens lisaient la thèse. Ils aimaient entourer avec des fautes. Là, il y a une faute typographique, là, une faute typographique. Et en fait, c'était mes signes que je faisais rentrer dans la rédaction de thèse. Donc, il y avait comme un incompressible, quelque chose qui résisterait à tout jamais, sans pour autant crier, sans pour autant... Et ça fait partie des résistances passives. Donc, c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on il n'y a pas besoin de s'opposer. On peut faire semblant d'obéir, on peut faire semblant de... ce qu'ont fait nos ancêtres, oui, mais ici, bien ici. Et on n'en pense pas moins. Et derrière, on résiste. Derrière, on fait exactement ce qu'on a dit qu'on n'allait pas faire. Donc, oui, il y a tellement de formes de résistance. L'opposition frontale est l'une d'entre elles. Enfin, c'est ça. Est-ce que vous avez des remarques finales avant qu'on termine? Spécialement, mais moi, c'était une belle découverte. Je ne connaissais pas Eddie Firmin. J'avais déjà vu le travail de Malicious, mais sans plus. Je pense que je vais plus m'y intéresser. C'était des beaux discours. Merci beaucoup, je suis très d'accord avec vous. C'était vraiment un honneur pour moi et pour tous nos invités de vous entendre parler ce soir. Merci pour tout ce que vous nous avez appris et pour tout ce que vous nous avez raconté de vos expériences. Merci à tout le monde d'avoir venu, d'avoir assisté à ce panel. On est très, très heureux, mais on espère que vous pouvez revenir la prochaine fois pour un autre panel thématique.
très, très, très bonsoir à tous. Et merci, gros merci à tous. Vraiment. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.